Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjuste et je suis accompagné cette semaine par notre analyste à RDS, ancien champion de la Coupe Grey dans la Ligue canadienne de football, membre du Temple de la renommée du football canadien, Pierre Vercheval. Pierre, remis de tes émotions de notre premier dimanche d'activité dans la NFL? Oui, puis ça va se terminer ce soir avec 2 matchs. Alors, bien content qu'on survit ce premier week-end de football. Bien content qu'il y ait un premier week-end de football parce qu'avec toute l'incertitude en 2020, on était rendu qu'on pouvait se poser des questions, voir comment ça allait fonctionner du côté de la NFL avec tout ce qui se passe avec le virus et tout ça. Alors, bien content qu'on a du football pour l'instant, pour on se croise les doigts pour la suite des choses. Alors là, finalement, on a un dimanche à analyser. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et également, bien, à la fin du podcast, je vais y aller de mes recommandations au niveau du fantasy football. Il y a déjà des joueurs qui se sont démarqués, là, des joueurs à cibler au niveau du balotage, du fameux waiver wire au niveau du fantasy football. Donc ça, je vais en discuter à la fin du podcast. Mais pour l'instant, on va y aller de notre revue, de notre analyse des rencontres. On va commencer, bien sûr, par le match que je crois que tout le monde avait hâte de voir. Ça mettait bien sûr aux prises les Buccaneers de Tampa Bay et Tom Brady qui effectuait son premier départ dans l'uniforme des Bucs face aux Saints de la Nouvelle-Orléans. Et ça a été une victoire des Saints par la marque de 34 à 23. Écoute, Pierre, je te laisse y aller. Tes premières impressions de ce premier départ de Brady au poste de quart pour les Bucs. Oui, bien, moi, ce qui est ressorti, là, dans le fond, c'est qu'on disait que l'année 2020, en raison du virus, en raison du fait qu'il n'y a pas eu de match préparatoire, que les camps d'entraînement ont été modifiés, on se disait que les équipes qui misaient sur la stabilité et la continuité avaient de bonnes chances de partir rondement leur saison. Et ça, je pense que c'est ce qu'on a vu. On a vu une équipe, les Saints, qui avait beaucoup de stabilité, beaucoup de continuité, qui a beaucoup fait moins d'erreurs, qui ne s'est pas tiré dans le pied. Tandis que du côté des Bucs, une belle étincelle dès la première séquence. Hein? Tom Brady qui marque un touché sur une faux filade du corps. Ça y est, bon, 2-en-2 pour les passes. Spike le Tout ballon. roule rondement. On se dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Ça va être écœurant. Et là, à un moment donné, bien, on s'est aperçu que c'est encore une jeune équipe, qu'on a encore des choses à peaufiner parce qu'il y a eu beaucoup d'erreurs en attaque, il y a eu beaucoup d'erreurs sur les unités spéciales. Puis finalement, les Buccaneers ont été leur pire ennemi sans vouloir rien enlever aux Saints. Puis encore une fois, là, tu sais, puis j'y vois, il y a plusieurs choses qu'on peut jaser. Mais moi, j'aime beaucoup Sean Payton. Puis au premier quart, quand l'attaque de Drew Brees ne faisait absolument rien, qu'est-ce que Sean Payton a fait? Il a sorti Taysom Hill comme carrière. Il a fait des jeux différents. Il a sorti Alvin Kamara en faisant du Wildcat. Donc, il a mis un stress sur les Buccaneers. L'attaque, ça a été l'étincelle. L'attaque s'est mise à fonctionner. Et par la suite, on a vu les Saints qui ont commencé à faire avancer le ballon et qui ont commencé à marquer des touchés. Donc, moi, j'aime beaucoup ça parce que j'ai toujours pensé que le football, c'est le sport où les entraîneurs ont le plus d'impact sur le résultat du match. Et Sean Payton, encore une fois, nous a prouvé qu'il n'a pas peur d'aller dans son sac de trucs, il n'a pas peur d'oser, de faire des choses différemment pour créer une étincelle. Mais justement, toi, ça ne t'inquiète pas le fait qu'on est obligé là, de sortir Taysom Hill de l'enclos parce que quand tu regardes la rencontre là, du côté des Saints, on n'a pas eu droit à beaucoup de jeux explosifs, seulement trois réceptions pour Michael Thomas. Mais moi, j'ai trouvé que l'attaque des Saints a manqué quelque peu de mordant. Là. Tu l'as dit, les Buccaneers, bon, se sont fait mal avec les revirements. Interception retournée pour un toucher de la part de Janoris Jenkins. Donc ça, c'est un toucher qui va à la fiche de la défense des Saints de la Nouvelle-Orléans. Mais Drew Brees, moi, m'a pas impressionné. Moi, je vais avoir une bonne performance à part de Drew Brees, parce qu'on parle beaucoup de Tom Brady qui a 43 ans, mais Brees en a 41. Et lors des dernières années, en fait, saison, il a faibli. J'ai pas trouvé que c'était une grande performance de sa part. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Brees et de l'attaque des Saints en général? Parce que c'est supposé être une des attaques les plus puissantes de la NFL. Bon, on a eu des passages à vide. Premier quart, c'était difficile. Troisième quart, c'était anémique. On n'a absolument rien généré au troisième quart. Donc oui, on a du travail à faire. En même temps, j'aimerais ça donner beaucoup de crédit à l'unité défensive des Buccaneers. Le front défensif est excellent. Lavonte David était partout. La tertiaire m'a impressionné. Écoute, les couvertures étaient serrées. Les attrapés étaient souvent contestés. Le seul gros jeu qu'on a alloué, c'était au début du quatrième quart. Et Jamal Dean, je ne sais pas, il s'est endormi. Il a arrêté de courir. Il a arrêté de jouer. Puis là, tout d'un coup, bang, ça donne une passe de 46 verges à Jared Cook. Par la suite, les Saints vont marquer un toucher puis ils reprennent le contrôle du match. Donc, en général, oui, il y a beaucoup de. Puis c'est normal parce que, bon, pas de match préparatoire, camp d'entraînement modifié, on se doutait que les attaques allaient être comme à l'habitude. Les attaques, ça prend plus de temps à roder qu'en défense. Mais il faut donner crédit à l'unité défensive des Buccaneers qui a très bien joué, sauf que, bon,
Évidemment, il y a eu des crampes au cerveau, des hors-jeux en 4e et 2, des hors-jeux qui ont fait en sorte que les Saints ont poursuivi leur séquence. Mais en général, l'attaque, la défense des Bucs, moi, je pense que c'est l'unité qui n'a pas grand-chose à se reprocher parce que souvent, on a été mis dans des positions fâcheuses en raison de la défensive. On a été mauvais, ces unités spéciales. Donc, quand tu perds 2 unités sur 3, ben, c'est rare que tu gagnes un match de football. Oui, ça c'est certain. Puis comme tu as dit au début, les Bucks ressemblaient vraiment à une équipe qui aurait bénéficié justement d'avoir des mini-camps, d'avoir une saison morte comme on a à l'habitude, bien sûr, avec l'arrivée de Tom Brady. Puisqu'on l'a vu, Brady, bon, il a été victime de 2 interceptions. La première, manque de communication avec Mike Evans. D'ailleurs, l'entraîneur-chef des Bucks, après la rencontre, Bruce Arians, mais il a dit que c'était la faute de Brady. Il a dit que Evans a couru le bon tracé de passe, mais ça a tout simplement été une erreur de Tom Brady. Et pour ce qui est de l'interception retournée pour un toucher par Janoris Jenkins, ben écoute, c'était tout simplement une passe qui était en arrière du receveur. Le receveur a couru un tracé, un out route, un tracé à l'extérieur. Mais en même temps, on n'a pas aidé Brady, parce que si je ne me trompe pas, il n'était pas sur le trait assuré complètement à gauche. On demande de compléter une passe de l'autre côté, à droite. À 43 ans, il n'a pas vraiment la force, je pense, pour compléter cette passe. Oui, alors écoute, c'est pas des passes qui sont faciles, surtout quand tu lances en retard. Tu ne peux pas lancer en retard puis sur l'arrière du receveur quand tu lances dans le flanc. Pas dans la NFL, en tout cas. Fait que c'est sûr, mais tu sais, bon, il y a eu l'attaque, les unités spéciales, un botté de précision qui a été bloqué, le cafouillage sur le botté court des Saints. Tu sais, 2 joueurs des Bucks qui entrent en contact, récupérés par les Saints, on s'en va ajouter des points. Donc, vraiment, là, tu sais, c'était une comédie d'erreurs pour, tu sais, puis c'est souvent ça la crainte. Bien, c'est toujours ça la crainte d'un entraîneur, mais encore plus les premières semaines, c'est que les entraîneurs, si vous leur posez des questions, ils vont toujours dire « J'ai peur qu'on se batte nous-mêmes ». Si l'adversaire nous bat, je vais accepter le résultat. Je ne serai pas content, mais ça va être plus facile à accepter. Mais j'ai très peur qu'on se batte nous-mêmes. Puis dans le cas des Bucks, écoute, ils se sont pas aidés. Bon, écoute, une chose qu'il faut dire, c'est que c'est seulement la première semaine d'activité, donc il faut en prendre, il faut en laisser, il ne faut pas partir en peur, que ce soit par les équipes là, qui ont très bien joué, par les équipes qui ont mal paru, comme les Buccaneers de Tampa Bay. C'est un point de départ, et surtout dans le cas des Bucks, avec tous les changements à l'arrivée de Brady. J'ose croire que c'est une équipe qui va progresser de semaine en semaine, que les Bucks seront meilleurs en deuxième moitié de saison comparativement en première moitié. Bon, dans un autre match qui était présenté à 13h, les Seahawks de Seattle les rendaient visite aux Falcons à Atlanta. C'était une belle victoire des hommes de Pete Carroll par la marque de 38-25. Russell Wilson, Pierre, a commencé le match 12 en 12. Au total, il a complété 4 passes de toucher. Ça a vraiment été toute une performance de la part de Russell. En défense, Jamal Adams était partout sur le terrain. Jamal Adams, il parle beaucoup. Moi, j'ai des ennuis avec ça depuis son arrivée dans la NFL. Mais mon Dieu, qu'il a livré la marchandise. 12 plaqués, un sac, toute une performance à ses débuts dans l'uniforme des Seahawks. Qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre entre les Seahawks et les Falcons? Ben, là, je pense que c'est officiel. Là. C'est l'équipe de Russell Wilson. On voyait la transition parce que les Seahawks, c'était défensive, jeu au sol, quelques passes par-ci, par-là. Mais maintenant, là, les partisans à Seattle utilisent l'expression Let Russell cook. Hein, laissez Russell faire la cuisine, puis préparer les plats, là, puis mijoter tout ça. Donnez-lui les règnes de l'attaque, puis je pense qu'on l'a vu. Là, c'est là. Je regardais les statistiques, sur les 35 premiers jeux, il y a eu 21 passes. Donc là, ce que je trouvais intéressant, c'est que, puis moi, je ne voyais pas ça souvent, là, parce qu'on dirait que les Seahawks étaient super à l'aise dans les scénarios. On perd par un toucher au 4e quart, puis on sait que Russell va faire de la magie. Hein, c'était souvent ça. Là. On se fiait toujours à ce foutu scénario-là. Et là, on dirait qu'en tout cas, hier, ça ressemblait à dire on va passer tôt dans le match pour prendre l'avance dans le match et on courra tard dans le match pour protéger l'avance puis protéger la victoire. Puis c'est un peu plus ça qu'on a fait. Donc, puis Russell Wilson, tu sais, quand tu parlais de ses 4 passes de toucher, il y a juste 4 passes incomplètes. Tu sais, quand tu as autant de passes de toucher que de passes incomplètes, c'est toujours une très belle performance. Mais il a distribué le ballon, c'était excellent. Écoute, puis Jamal Adams, moi, je m'ai fait rire parce qu'après le match, il dit, ben écoutez, quelles sont tes réactions, Jamal? Ben, il dit, écoutez, premièrement, je ne suis pas souvent habitué d'avoir mon équipe marquer 38 points. Alors, paf, dans les dents de Adam Gase et son attaque avec les Jets. Et il dit, puis finalement, je ne me suis pas trop ennuyé dans le système de Pete Carroll parce que, bon, on se souviendra que le coordinateur des Jets, Greg Williams, avait dit, il va aller s'ennuyer dans ce système-là. Fait une petite shot à son ancienne équipe, mais oui, il était partout. Puis je pense que du côté de Pete Carroll, on a réalisé que ce gars-là, c'est un bon blitzer. C'est un gars qui peut se rendre aux carrières. Alors, on l'a utilisé, ses forces. Il a été excellent, il était partout. Fait que non, ça, c'est de bonne augure.
Ouais, 6 sacs la saison dernière pour Jamal Adams avec les Jets. Alors, comme ça mentionné, Pete Carroll sait comment l'utiliser, comment utiliser les forces de Jamal Adams. Euh, Rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de la performance des Falcons? Moi, j'ai trouvé ça décevant. Ouais, bien, c'est sûr qu'on a manqué de finition. Je regarde ça, tu sais. 506 verges d'attaque, mais 4 fois, ils ont raté les quatrièmes essais. Il y a eu des revirements. Mm. Donc, on s'est tiré dans le pied. On a manqué de finition. Puis du côté des Seahawks, défensivement, on peut vraiment dire qu'ils ont accordé, ils ont plié, mais ils n'ont pas cassé. Parce que quand même, quand tu alloues 506 verges à l'adversaire, ça commence à faire pas mal d'attaques. Mais ils ont été bons quand ça comptait. Ils ont été bons pour limiter les dégâts. Donc, manque de finition de la part des Falcons. Puis les Falcons, ben, quand on regarde ça, bien encore, ils sont. S'ils ne marquent pas minimum 30 points, ça va être difficile de gagner les matchs. Tu sais, c'est un peu ça, là, les Falcons, défensivement, là, c'est pas encore convaincant. Ouais, il s'était replacé en deuxième moitié de saison l'année dernière du côté de la défense, parce que lors de la première moitié de la saison, en 2019, ils accordaient en moyenne 31 points par rencontre. Ils ont réduit ça à 19 lors de la deuxième moitié de la saison. Ben là, au début de 2020, on a retrouvé la vieille défense des Falcons. Alors, on verra si on pourra apporter des ajustements. Alors, on va se transporter à Buffalo, où les Bills, regarde, dans mes notes, là, ils affrontaient les Jets. Ils ont gagné 27 à 17, 27 à 17. Dans mes notes, j'ai écrit que Buffalo just took care of business. OK? On a fait ce qu'on avait à faire face à une pire équipe de la Ligue. La marque finale ne représente pas nécessairement l'allure de la rencontre. La défense des Bills, écoute, elle était tout simplement trop forte pour les Jets et Sam Darnold. Le seul touché qu'on a accordé, bon, ça a été un long jeu à Jameson Crowder. Le joueur que je surveillais, c'était Josh Allen. J'imagine que toi aussi. Il y a beaucoup de pression sur Ouais. Josh Allen, étant donné qu'on sait à quel point la formation de Buffalo est talentueuse. Tom Brady n'est plus au sein de la section Est américaine. Alors, il semble que c'est l'année des Bills, afin qu'ils terminent au premier rang pour la première fois depuis 1995. Josh Allen, 33 en 46, 312 verges par passe, 2 passes de toucher, et il a ajouté 57 verges au sol et inscrit un touché avec ses jambes. Qu'est-ce que tu as pensé dans l'ensemble de cette performance de Buffalo? Ben, moi, le chiffre que je retiens dans toutes les statistiques que tu viens de me donner, Didier, c'est les 46 passes tentées. C'est pas la recette Mm. normalement des Bills, là. Bills, c'est défense, jeu au sol, un petit peu de passe, 20-25 passes max. Et là, tout d'un coup, 46 passes tentées, ça m'allume. Ça vient me chercher parce que là, Josh Allen en a fait beaucoup plus avec son bras. Il était bon avec ses jambes aussi. Donc, ça, je trouve ça intéressant. Puis on sait que les Jets, c'est historiquement solide contre le jeu au sol, beaucoup de blitz. Fait que c'est sûr que le jeu au sol, c'était peut-être plus difficile. On voulait forcer Josh Allen à nous battre avec son bras. Bien, il l'a fait avec son bras, il l'a fait avec ses jambes Et aussi surtout, il n'a pour pas des été touchés. victime de Donc, revirement. Hein. il a été excellent. Il a distribué le ballon. Il a été bon contre des blitz. Je l'ai vu changer de jeu à la ligne d'engagement là, sur le blitz, puis la passe en parallèle à John Brown qui a donné un toucher de 16 verges. C'est un ajustement, ça. Il a vu quelque chose, il a changé de jeu. Puis ça, fait que là, tu vois un peu de maturité, puis tu vois que les Bills, s'il le faut, en tout cas, c'est sûr que c'est les Jets, on va prendre ça avec un bémol, mais s'il faut se fier à plus de jeux aériens, bien, on a un petit quelque chose là, qui vient nous donner un petit peu plus de confiance. Stéphane Diggs, 8 réceptions, ça a été un bon receveur. Alors, non, regarde, dans l'ensemble, une bonne performance des Bills. J'ai juste hâte de voir là, les nouvelles au niveau des blessés parce que défensivement, 2 secondaires de premier plan là, qui sont tombés au combat. Fait qu'on espère que c'est pas trop grave. Là. Oui, non, ça c'est certain du côté de Buffalo. Pour les Jets, bon, tu as parlé de la défense. Écoute, on a perdu nos deux meilleurs joueurs du côté de cette unité de la saison dernière. Bon, on a parlé de Jamal Adams, CJ Mosley, secondaire intérieur. Lui, il a renoncé à la saison. Alors, ça fait que la ligne du centre du côté de l'unité défensive des Jets, ben écoute, il y a eu un manque de talent, tout simplement. Et tu parlais des blessés à Buffalo. Le'Veon Bell a quitté la rencontre, victime d'une élongation musculaire aux ischio-jambiers. Alors, de subir un claquage lors du premier match de la saison, ça c'est jamais de bon augure. Il va sûrement être pris à traîner ça pendant toute la saison. Et écoute, pauvre Sam Darnold, écoute, il est simplement dans une mauvaise situation. Il n'y a pas beaucoup de talent. Ça s'annonce comme une longue saison pour les Jets, je crois. Je ne sais pas ce que toi tu en penses. Bon, je suis d'accord. Puis j'ai de la pitié pour Sam Darnold aussi parce que je pense que c'est un bon jeune homme, c'est un bon carrière, il a du bon potentiel, il a du talent. Mais il m'a dit de quoi, on va, en tout cas, on va lui souhaiter qu'il ne nous dise pas encore qu'il voit des fantômes cette année, là, comme il l'avait fait contre les Patriots l'an passé, lors d'un match. Pauvre jeune homme, là, j'avais pitié pour lui quand j'ai entendu ça en voulant dire, tu sais, ouais, ça va vraiment pas bien. Là. Fait que ça veut dire que tu n'as pas les Non. réponses, ça veut dire que tu n'es pas capable, tu n'es pas prêt. Tes entraîneurs t'ont pas
t'ont pas donné toutes les pistes de solutions, t'ont pas permis d'anticiper tout ça. Quand c'est rendu que tu vois des choses que, pour la première fois sur le terrain, c'est parce qu'à quelque part, tes entraîneurs t'ont pas super bien préparé. Là, fait que, il l'apprend à la dure. Fait qu'on va souhaiter qu'il ait la coine dure et qu'il ait une bonne force de caractère parce que c'est ce genre de saison-là, de début de carrière, qui peut démolir un jeune homme. Là. Oui, absolument. Et pourtant, Adam Gase, qui est supposé être un gourou des carrières, ben bon, ça c'est autre chose. On va se transporter à Hey, Détroit. Parce qu'il y a. Ouais, Didier, vas-y. je te lance une petite question. Si on ne sait pas, pour le faire de la discussion, Vas-y. si Matt Milano ne revient pas vite, si surtout Tremon Edmonds ne revient pas vite, toi, tu es Sean McDermott, tu prends-tu une chance puis t'appelles Luke Kuechly pour voir si ça tente de revenir jouer? Ben écoute, ça coûte rien de faire un appel, d'appeler Kiki. Ça coûte absolument rien. Je ne sais pas dans quelles conditions physiques il est. Mais ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a été son entraîneur. McDermott qui avait été le coordinateur de la défense des Panthers de la Caroline. Pourquoi pas? S'il est en condition physique, s'il a le goût, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait Keithley, mais Ouais. pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il a? Il n'y a absolument rien à perdre. Absolument rien à perdre. Alors, on va aller, oui, du côté de Détroit. Parce qu'il y a un thème pour certaines équipes, OK, lors de cette première semaine d'activité. Et puis le thème est très simple, c'est du pareil au même. Les Lions, Pierre. OK, au cours des dernières semaines, j'entendais des gens qui disaient hey, écoute, les Lions, des experts, les Lions pourraient peut-être terminer au premier rang de la section nord de la nationale. C'est une section qui est pas mal ouverte, qui n'est pas une équipe dominante. Durant les dernières semaines, je me disais, c'est quoi? Je regarde la formation, ouais, ils ont fait des ajouts. Ouais, peut-être. Mais non, j'aurais dû savoir que ce sont les Lions. Détroit menait 23-6 contre les Bears au début du quatrième quart. 23-6, on menait. Puis là, on s'est tout simplement endormi. Et jumelé au fait également que la tertiaire est sortie complètement amochée du côté de Détroit. Bon, premièrement, leur choix de première ronde, Jeff Okuda n'a pas joué. Il était déjà blessé avant le match. Mais là, durant la rencontre, on a perdu le service des demi-défensifs Justin Coleman et Desmond Trufant qui n'ont pas été en mesure de terminer la rencontre. Alors ça a ouvert la porte à Mitchell Trubisky qui lui a complété 3 passes de toucher lors du quatrième quart. Est-ce que le dernier quart de Mitch Trubisky va sauver sa saison? En tout cas, ça va lui permettre d'être le quart partant la semaine prochaine, encore une fois, parce que c'était pas convaincant. Mais écoute, on va lui donner crédit, là, parce qu'il a quand même fait les jeux au quatrième quart. Il a lancé 3 passes de toucher, donc il faut quand même le souligner. Bon, comme tu dis, c'était contre une défensive amochée, là. Mais il y a beaucoup de pression sur le jeune homme, puis on l'a vu en début de match. Là, il passe tout croche par-dessus les receveurs, capable du meilleur comme du pire. Alors, tu sais, le 15 minutes, si Matt Nagy est capable de mettre ça dans une bouteille, l'éclair dans une bouteille, ce 15 minutes-là, si Trubisky il peut nous en donner 30 la semaine prochaine, puis 45, puis à un moment donné 60, ça pourrait être un bon quart. Mais écoute, c'est tellement inconsistant. Il y a tellement un gros manque de constance, ça n'a aucun bon sens. Puis pour revenir avec ce que tu disais du côté, c'est du pareil au même. Souviens-toi l'an passé, les Lions, semaine numéro 1 contre les Cards, ils avaient une avance de 18 points. Et ce match-là s'est terminé à égalité. En prolongation, personne n'a gagné. C'était un match nul. Alors, c'est du pareil au même, comme tu l'as dit. Là, la semaine numéro 1, on prend une belle avance. Je m'en souviens pas de ça, mais... Ah, mon Dieu, c'est désolant de voir ça du côté de Détroit. Il n'y a rien qui change. Et puis, la recrue DeAndre Swift, le porteur de ballon, qui avait la chance de donner l'avance au Lions avec 6 secondes à écouler au quatrième quart. Belle passe de Matthew Stafford dans ses mains. Pierre, il l'avait dans la zone de début, puis il l'a échappé. Oui. Même si c'est un joueur recru, il se doit de réussir cette réception-là. Donc, une défaite crève-cœur pour partir la saison à Détroit. Encore une fois, je répète, mais ça a l'air d'être du pareil au même. Écoute, les Bears, là, au début du quatrième quart, quand ils tiraient de l'arrière 23-6, on estime qu'ils avaient seulement 2% des chances de gagner le match. Imagine-toi. Wow. Encore, puis là, Matt Patricia, je ne peux pas croire que l'ère Matt Patricia va durer longtemps si ça continue. Là. On a été pas mal plus sévère avec Jim Caldwell. Jim Caldwell avait une meilleure fiche là, avant. Là. Tu sais, fait que là, on a Jim Caldwell, je ne me trompe pas, a participé. Mais... Jim Caldwell, lors de sa dernière année, si ma mémoire ne fait pas défaut, il avait terminé avec une fiche gagnante, 9-7. On n'avait pas participé aux éliminatoires, mais il me semble qu'il a été là 4 ans et 2 fois sur 4, on a participé au match d'après-saison du côté de Caldwell. On avait vu une progression également du côté de Matthew Stafford. Mais écoute, on ne va pas partir en peur, comme on dit, c'est seulement la première semaine d'activité, mais les blessés du côté de la tertiaire des Lions qui sont déjà démunis en termes de chasseurs de quart,
Puis là, s'il faut qu'on interserre en moché, ça augure mal pour les Lions. Ça va être une saison habituelle à Détroit. Bon, on va rester du côté de la section nord de la nationale. Les Packers ont inscrit 43 points, une victoire de 43-34 contre les Vikings du Minnesota. L'attaque des Packers, bon, une chose qui les a aidés, je crois vraiment, c'est le fait qu'il n'y avait pas de spectateurs naturellement au Minnesota. On sait que habituellement, c'est une des foules les plus brillantes de la NFL. Ouais. Alors là, il n'y avait pas de manque de communication du côté de la ligne à attaque. Chez le carrière, Aaron Rodgers, c'était facile d'y aller d'ajustement. Et Rodgers a complété 4 passes de toucher. Pierre, qui a dit qu'Aaron Rodgers avait besoin de meilleurs receveurs qu'est-ce qu'il a au sein de la formation des Packers? Alan Lazar a connu un gros match. La même chose pour Marquez Valdez-Scantling, 4 réceptions, 96 verges, 1 touché. Alan Lazar, 4 réceptions, 63 verges, 1 touché. Et Devante Adams, lui, qui a été égal à lui-même avec 156 verges par voie de réception et 2 touchés. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre? Oui, bien, tu as raison. En plus de la foule qui n'était pas là, donc j'ajoute aussi l'absence de Daniel Hunter. Donc, imagine, tu es la ligne à Oui. l'attaque, tu es des Packers, tu es Aaron Rodgers, tu peux travailler librement. Il y avait zéro pression sur Aaron Rodgers. Tu peux changer ta cadence. Même que le fait qu'il n'y avait pas de foule à Minnesota a été un avantage pour Rodgers parce qu'il a pu utiliser sa cadence pour aller chercher des jeux gratuits, pour aller chercher des hors-jeux. Parce que là, il savait que la ligne défensive allait bien entendre sa cadence ou ses fausses cadences. Donc, il a fait ça de main de maître, encore une fois. Mais il est excellent. Sa mobilité, sa précision, sa fluidité. Tu sais, on est émerveillé par les passes je dis toujours, on est émerveillé par les passes de Patrick Mahomes. Mais avant Mahomes, il y a Rodgers aussi. Ça fait longtemps qu'il est là, ça fait longtemps qu'il le fait. Tu sais, la passe de toucher à Valdez-Scantling, tu sais, c'est comme envoyer ça, là, puis ça tombe, tu sais, comme la passe tombe dans un seau d'eau à l'autre bout, là, tu sais. Ça passe en mouvement, son premier touché, c'était spectaculaire à Davante Adams. Donc, non, vraiment, du bon jeu au sol. On a vraiment contrôlé le ballon, jeu au sol, 76 jeux, 41 minutes, 522 verges d'attaque. Écoute, c'était une clinique. Et la défense de Mike Zimmer, pas de pression, une jeune tertiaire qui n'avait aucune solution pour arrêter Davante Adams. Puis surtout, il y avait zéro apport de l'attaque pendant longtemps de la part de Kirk Cousins. Fait que moi, pour moi, c'était ce qui est le plus décevant, l'attaque des Vikings. Là. Parce que, tu sais, je savais que la défensive, il allait avoir des growing pains, excuse-moi l'expression anglophone, là, parce qu'avec les nouvelles tertiaires, les nouveaux jeunes, c'est sûr qu'il faut que tu vives avec. Tu vas avoir des erreurs, il va falloir vivre avec ça. Il va falloir qu'ils prennent de l'expérience. Mais moi, je me disais, bon, OK, bien, l'attaque va pallier. T'sais, l'attaque va être en mesure de marquer des points puis aider la défense. Puis ça n'a pas été le cas. Là. On est allé chercher des touchés de calories vides à la fin du match pour rendre le match, le pointage plus serré. Mais on s'entend que les Packers n'ont jamais perdu le contrôle de ce match-là. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça a vraiment été une performance décevante de la part des Vikings du Minnesota. Je vais donner crédit à Matt Lafleur, parce que moi, je le critique depuis son arrivée à Green Bay, mais ça a été la meilleure production offensive des Packers depuis que Lafleur est entraîneur-chef. Il a 43 points. Et Rodgers, ben, écoute, ça avait l'air je crois que ça a été son meilleur match au moins depuis 2 ans. Là. Vraiment, ça avait l'air du Aaron Rodgers au sommet de son art. Qu'est-ce qu'on a vu hier au Minnesota. Maintenant, à Foxborough, les Patriots ont défait les Dolphins par le pointage de 21-11. C'était bien sûr le premier départ de Cam Newton au poste de quart avec les Patriots. Et écoute, c'était une bonne performance de Cam, pas des statistiques étincelantes, mais on a vu que l'attaque des Patriots, ben, c'était comme un mélange de l'ancienne attaque des Panthers avec l'ancienne attaque des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce que tu as pensé du produit final qu'on a eu pour cette première semaine? Parce que la statistique que j'ai trouvée intéressante, 83 des jeux offensifs, c'était soit des courses ou des feintes de course suivies d'une passe, du play action. Alors, on ne s'est pas cassé la tête. Là. 42 courses. La majorité des passes, c'était du play action parce que le jeu au sol fonctionnait. Tu sais, souvent, en deuxième demi, combien de fois, feinte de jeu au sol, paf, tu te passes dans le milieu derrière le secondaire à Julian Edelman. Je pense qu'on a vu ça 3 fois d'affilée. Fait que c'est ce qu'on faisait en Caroline. Mais tu sais, moi, je me suis toujours dit que les Pats, quand tu regardais froidement leur attaque, il y avait beaucoup de jeux au sol. Il y avait du play action, il y avait des passes pièges, il y avait des petites passes. Cam Newton est capable de faire ça. Puis là, tu rajoutes la dimension des jambes de Cam Newton. Donc là, tu tombes dans du football 11 contre 11. On l'a vu, on avait des courses qui étaient structurées pour Cam Newton, des jeux d'attirer. Des dérobades du cœur. Il a marqué 2 touchés, il coûte 75 verges au sol. Alors, non, j'ai bien aimé sa prestation. Pas d'erreur majeure, seulement 4 passes incomplètes. Puis tu sens que c'est juste un match, mais
quand tu regardes le langage corporel des coéquipiers, on est content de l'avoir, là. On l'aime, là. Tu sais, Ouais. il y a un petit quelque chose, là, puis que quand tu regardes les coéquipiers aller, tu dis, ouais, tu sais, puis Belichick, pas fou. Tu sais, capitaine d'équipe, il est toujours élogieux envers lui. Fait que là, tu sais, il le responsabilise. Là. Tu sais, Cam Newton, il entend tout ça, puis il se dit, ouais, OK, tu sais, let's go. Là. Fait que je trouve que Belichick, dans son psychologique, il est excellent pour dire à Cam, gars, t'es notre homme, t'es même un capitaine. Il est élogieux. Je ne sais pas si c'est si c'est pour taquiner Tom Brady à l'autre bout, là, parce que Tom Brady, à la fin, il disait, ouais, j'aimerais ça avoir un petit peu plus d'amour. Mais là, Cam Newton, il y en a pas mal d'amour de Bill Belichick. Fait que, connaissant Belichick, c'est peut-être ça aussi. Il fait exprès pour casser Brady. Mais bref, non, c'est une belle performance. Oui, non, absolument, c'était une bonne performance. Mais ce que j'ai vraiment aimé du côté des Patriots, ça a été l'unité défensive. Parce que pour moi, c'était ça le plus gros point d'interrogation. Oui, Cam, bon, représentait un point d'interrogation puisque ça faisait, bon, 3 ans qu'il n'avait pas été en santé. Mais je sais que si Cam est en santé, ça devrait bien aller. Mais du côté de la défense, on en avait parlé avant le début de la saison. Bon, plusieurs joueurs avaient renoncé à la saison. Alors, il y a eu également des changements durant la période des joueurs autonomes, en particulier les secondaires de ligne. On avait un tout nouveau groupe de secondaires de ligne. Mais au résumé, on a accordé seulement 269 verges d'attaque aux Dolphins de Miami. On a réussi 3 interceptions. Donc, la défense, moi, elle m'a épaté du côté des Patriots. Il y a un joueur en attaque du côté de la Nouvelle-Angleterre. Écoute, il faut qu'il en donne plus. C'est Nickel Harry. Harry qui avait été un choix de première ronde en 2019. Ça a été difficile son année recrue afin de s'adapter à la NFL et tout. Mais on a accordé seulement 11 points aux Dolphins. On a accordé seulement un touché, mais le touché qu'on a accordé, ben, ça a été à la suite d'une bourde de Harry qui a échappé le ballon. Écoute, il était rendu à une verge de la zone début, il a échappé le ballon est sorti de la zone début. Comme tu le sais, le règlement fait en sorte que Ouais. l'équipe adverse reprend possession du ballon à la ligne de 20. Donc, une crampe au cerveau de sa part. Ensuite ça, Stephen Gilmore a été victime d'une pénalité. Bref, les Dolphins ont traversé le terrain, touché de Jordan Howard. Ça a été leur seul touché de la rencontre, mais de voir une crampe au cerveau de la sorte de la part de Nickel Harry qui n'a pas donné grand-chose aux Patriots l'année dernière, ça c'est un mauvais début pour lui en particulier. Il a du talent, il a des outils physiques, mais il se doit de performer et d'éviter les erreurs mentales de la sorte. Oui, surtout que, tu sais, Didier, tous les entraîneurs de football, puis surtout Bill Belichick l'a souvent dit, tu sais, quand tu arrives à la porte des buts, essaie pas d'étirer les bras, essaie pas d'aller, tu sais, de marquer ton toucher, mais en ne protégeant pas le ballon, là, tu sais. Alors, des échappées de même à la porte des buts, là, ça donne des boutons à tous les entraîneurs, encore plus un gars comme Bill Belichick. Mais non, tu as raison, la tertiaire, on parlait dans les previews de la saison, on disait la force de la défensive, c'est la tertiaire, 3 interceptions. Tu sais, l'an passé, il y en a eu 25. Ouais. Alors, tu en as 3 déjà, 2 de Stéphane Gilmore. Donc, on sait qu'on a des systèmes plus complexes. Puis Fitzmagic, ben, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné à Foxborough. Il avait été bon en fin de saison l'an dernier, mais pas ce coup-ci, on l'attendait de pied ferme. Ben ouais, puis écoute, moi j'ai noté que, bon, si Fitzpatrick va être victime de 3 interceptions par match, ben, tant qu'à ça, il faudrait faire jouer Tua, hein, parce qu'il ne peut pas prendre l'habitude de faire cadeau du ballon à l'adversaire comme ça. Parce qu'il y a un joueur qu'on a repêché au 5e rang du dernier repêchage qui est Ouais. sur les lignes de côté. Ça va juste accélérer la décision d'envoyer éventuellement Tua dans la mêlée si Fitzpatrick ne joue pas mieux. On va aller du côté de la nationale maintenant. L'équipe de football de Washington, Pierre, puisque c'est le nom maintenant de l'équipe de football de Washington, on ne s'est pas cassé la tête après de trouver un nouveau nom immédiatement. Ben, elle a défait les Eagles par un match de 27-17. Et Philadelphie menait pourtant 17-0. Ça a été un bon retour de la part de Washington, mais une implosion comme on ne veut pas voir également du côté des Eagles. 8 sacs accordés. Pour moi, ça n'a pas été une surprise, cette victoire de Washington parce qu'en raison de l'état de la ligne à l'attaque des Eagles, Washington, sa force, c'est sa ligne défensive. On a repêché Chase Young lors du repêchage, mais le vétéran Ryan Kerrigan a connu un fort match, Pierre, 2 sacs du quart. Il a provoqué un échappé, alors que du côté des Eagles, avant la rencontre, on a appris que Lynn Johnson, le bloqueur à droite, n'allait pas jouer. On était déjà privé de notre bloqueur à gauche, Andre Dillard, de notre garde à droite. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas été surpris du résultat. Qu'est-ce que tu as retenu du match? Ouais, non, ce que j'ai retenu, c'est que quand tu gagnes 17-0, tu n'es pas supposé perdre un match, là, mais écoute, Carson Wentz, puis je sais qu'il était sous pression beaucoup, mais il a ouvert la porte aux Redskins, puis je vais dire bravo aux Redskins, parce que
les deux interceptions de Carson Wentz ont permis aux Redskins de Dwayne Haskins de faire ce que j'appelle un double whammy. Interception en fin de deuxième quart. Les Redskins marquent un touché, le touché de Logan Thomas. Fait que là, on rentre au vestiaire, au moins on a brisé la glace, puis ça va un petit peu mieux. L'interception au début du troisième quart permet aux Redskins de marquer un autre touché, celui de Peyton Barber, son premier. Et là, tout d'un coup, c'est 17-14, puis on y croit. Donc, les erreurs de Carson Wentz ont permis aux Redskins de revenir. On a commencé à y croire. Puis là, tout d'un coup, on a senti les Eagles qui le tapis glissé sous leurs pieds. C'était le festival des erreurs. Mais tu sais, tu as raison de parler de la ligne à l'attaque parce que quand je regarde le côté droit normal de la ligne à l'attaque, Brandon Brooks et Lane Johnson, c'est un des bons côtés droits de toute la Ligue nationale de football. Tu enlèves ces deux gars-là, tu les remplaces avec deux gars qui en étaient à leur premier départ en carrière, ça donne le résultat. C'était le pique-nique là, pour la ligne défensive des Redskins. Mais tu sais, du côté des Redskins, là, ton entraîneur-chef combat un cancer. Ton entraîneur-chef, à la mi-temps, est obligé de prendre un sac de soluté par intraveineuse. Si tu regardes ça et tu as moindrement une once de fierté, là, m'a dit de quoi? Tu t'en vas à la guerre pour ce gars-là, puis tu vas tout donner, puis tu te plaindras pas si c'est un petit bobo, là, on s'entend-tu, là? Fait que cette équipe-là devrait avoir une espèce d'attitude assez particulière cette année, là. Puis ça part de Riverboat Ron, qui encore une fois est allé en 4e et 1. Plus tard dans le match, ça a fonctionné, puis Peyton Barber a marqué son deuxième touché, puis on a pris, tu sais, fait que non, puis c'était 17-17, hein, il n'était pas obligé d'y aller pour eux. Fait que non, mais c'est question d'attitude. On veut lancer un message, nouveau régime. Alors non, c'est le fun pour le club de Washington. Oui, Ron Rivera qui est grandement apprécié par ses joueurs. Alors, c'est un bon point que tu amènes. Washington qui pourrait causer des surprises cette année si les joueurs sont motivés justement par l'épreuve que Ron Rivera doit faire face à tous les jours en combattant ce cancer. De son côté, Dwayne Haskins, c'est pas un match spectaculaire, mais il a trouvé un moyen de faire des jeux par moment avec ses jambes, malgré le fait que c'est pas le meilleur athlète, le joueur le plus rapide, mais surtout, il a été victime d'aucun revirement. Alors ça, naturellement, ça va toujours donner une chance à son équipe de l'emporter. Les Raiders d'Oakland, eux, ils ont vaincu les Panthers à la Caroline par la marque de 34-30. Tour du chapeau pour Josh Jacobs, le porteur de ballon de Las Vegas, qui a inscrit 3 touchés. Moi, j'ai été surpris par les Panthers. Ils ont été plus compétitifs que je l'anticipais. On va voir là, si ça va se répéter au cours des prochaines semaines. La défense des Raiders m'a quelque peu déçu. En fait, elle ne semble pas être améliorée comparativement à l'année dernière. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match? Le match, en général, quand je regarde ça, je me suis mis des notes. C'était un match qui était le fun à regarder, qui était propre. Pas de revirement, pas de bottée ratée, seulement un sac, seulement 8 pénalités. Ça, je te combine les deux équipes ensemble. 7 fois, les équipes se sont échangées l'avance. Donc, c'est un match qui était chaudement disputé. Puis en bout de ligne, ça s'est terminé par un 4e essai et 1. Puis c'est les Raiders qui ont arrêté les Panthers. Évidemment, on pourrait se dire, pourquoi qu'on donne le ballon à Alex Arma, le centre-arrière, puis qu'on ne le donne pas à Christian McCaffrey? Ouais. C'est toujours plus facile après les faits. McCaffrey a dit que ça, c'est une situation avec laquelle on avait pratiqué, puis on était tous d'accord avec la sélection de jeu. Je pense qu'il a été un bon joueur d'équipe, puis il n'a pas lancé personne en dessous de l'autobus. Mais Didier, quand tu as besoin d'un jeu, d'habitude, tu donnes le ballon à ton joueur d'impact. Donne la chance à ton joueur d'impact, ton meilleur joueur, de faire la différence. Même si l'adversaire sait que ça s'en vient, tu devrais être capable d'aller chercher la verge qui te manque. Mais en même temps, j'ai trouvé que les Panthers étaient compétitifs. C'est une jeune équipe et ils m'ont surpris. Je ne pensais pas qu'ils allaient chauffer les Raiders autant que ça. Puis les Raiders, écoute, ils ont été bons. Derek Carr n'a pas commis trop d'erreurs. Il a été bon, distribuer le ballon, puis en bout de ligne, ils ont marqué le toucher à la fin pour prendre les devants. Ouais, moi aussi, j'avais dans mes notes le fait qu'on a remis le ballon au centre arrière plutôt qu'à Christian McCaffrey, surtout avec la prolongation de contrat que l'on lui a donné. À un certain moment, je comprends le système, les jeux qu'on a en place pour une certaine situation, mais il faut que tu donnes le ballon à tes joueurs étoiles lors des moments critiques. Puis c'est ce qu'on n'a pas fait là, du côté de Matt Rhule. Peut-être, écoute, c'est un entraîneur recru, peut-être qu'il va apprendre de tout ça, Matt Rhule. Donc, une belle victoire pour les hommes de John Gruden. Maintenant, ça a été une surprise. Ça m'a fait mal. La victoire des Jaguars de Jacksonville, 27-20 contre les Colts d'Indianapolis. Pourquoi je dis ça m'a fait mal? Parce que moi, j'ai choisi les Colts afin de terminer au premier rang de la section sud de l'américaine. Puis tu parlais du fait que les Bills ont tenté 46 passes
avec Josh Allen, bon, ça fonctionnait. Allen a bien protégé le ballon. On a gagné le match. C'était contre les Jets, mais quand même. Mais là, le bon vieux Philip Rivers, 46 passes tentées, lui aussi, Pierre. Il a été victime de 2 interceptions, mais de 2 mauvaises prises de décision. Écoute, ça ressemblait beaucoup aux interceptions dont il a été victime l'année dernière avec les Chargers. Et puis le moment là, de sa deuxième, au 4e quart, on tirait de l'arrière 24-20. Mauvaise décision. Ça fait en sorte que les Jaguars étaient en mesure de porter la marque à 27-20. Moi, j'ai été déçu, bon, par les revirements, mais surtout le plan de match de Frank Reich, lorsqu'on mise sur ce qui est potentiellement la meilleure ligne à l'attaque de la NFL, 2 excellents porteurs de ballon, là, on tente 46 passes avec Rivers. Ouais, non, écoute, c'est une mauvaise journée au travail. Puis quand tu dis que ça fait mal, là, ça fait mal. Là, tu sais, Rivers, 2 interceptions. Parce qu'avec, tu sais, on s'entend avec les Colts, là. Bon, en allant chercher Philip Rivers, c'est un peu on dit l'expression, c'est la philosophie Super Bowl ou bust. Tu sais, Ouais. tu t'en vas chercher Philip Rivers parce que tu vas aller dans les playoffs, tu vas aller au Super Bowl, tu sais, tu tentes quelque chose. Là, tu sais. Fait que c'est sûr que lui, il faut qu'il livre la marchandise. Fait que lui, 2 interceptions. Tu perds Marlon Mack avec une blessure au tendon d'Achille, puis tu perds contre les Jaguars. Ouch! Ça, c'est une journée là, qui fait mal, comme tu dis. Puis tu sais, c'était le festival de la comédie, les revirements, les passes échappées, notamment par T. Wilton. Hot Rod Blankenship, qui s'en va rater des bottées de précision. Seulement 1 en Ouais. 3 en quatrième essai, quelques peut-être décisions douteuses de Frank Reich, les pénalties 80 verges. Puis du côté des Jags, ce qui était super rafraîchissant, c'est que c'est tous des jeunes joueurs qui ont fait des jeux. Les Jags sont arrivés là sans aucune attente, relax. On n'est pas supposé gagner, on n'est pas supposé d'être bon, on est supposé d'être dysfonctionnel. Regarde, eux, ils ont eu du fun. Minshew était sensationnel. Que dire de C.J. Anderson, de Chenot, de James Robinson? Tous les jeunes ont contribué. C'était écœurant, tu sais. Sharp, Vraiment, là, ouais. ça devait être super le fun dans le vestiaire après la victoire des Jags. Imagine-toi comment le DG David Caldwell devait être heureux, là, lui qui s'est fait critiquer comme c'est pas possible depuis la fin de la dernière saison. Même on Ouais. s'attendait à ce qu'il soit congédié. Il est toujours là, il est comme un chat, il a 9 vies, mais là, ces jeunes joueurs, bon, comme tu dis, on va faire toute une performance. Hey, 19 en 20, Gardner Minshew. Seulement une passe incomplète durant tout le match. Et il a complété 3 passes de toucher. Alors, on va voir. Comme je le disais au début, il ne faut pas partir en peur. Il faut en prendre et en laisser lors de la première semaine d'activité. On va voir ce que les Jaguars vont nous offrir en termes de performance au cours des prochaines semaines. Les Ravens de Baltimore ont complètement écrasé les Browns, 38-6. Ça, c'est une autre équipe qui est du pareil au même. Plus ça change, plus c'est pareil. Puis bon, premièrement, les Ravens sont une des 3-4 meilleures équipes de la NFL. On s'entend là-dessus. Ils vont implanter des Ouais. équipes au cours de la saison. Mais je veux commencer par Cleveland, en particulier Baker Mayfield. Puis l'équipe en général, parce que, écoute, Stefanski, le nouvel entraîneur-chef, Stephen Stefanski, mais il n'y avait rien de différent, on dirait, du côté des Browns. Et Mayfield, Pierre, est imprécis. C'est quelque chose qu'on voyait l'année dernière, puis hier, par moments, des passes beaucoup trop hautes. Est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir à Cleveland? Pourtant, la formation est talentueuse. Ouais, non, il y a beaucoup de talent. Puis oui, c'est décevant. Surtout que l'an passé, ils avaient gagné à Baltimore. Ils avaient surpris les Oui, Ravens. Une des rares défaites des Ravens. Alors, tu sais, à domicile en plus. Mais oui, tu sais, moi, j'ai le mot sloppy, brouillon. Première séquence interception, 3 revirements, 2 bottées de précision ratées, un jeu truqué sur un botté de dégagement raté. Puis ça, c'était tôt dans le match, là. Et puis ça a permis aux Ravens de prendre une avance de 10-0. Donc, tu sais, non, ça, c'était décevant. Puis, tu sais, il faut croire que du pareil au même, c'est ça l'expression que tu avais dit avec les Lions? J'ai vu oui. une petite note passer. La dernière victoire des Browns dans un premier match de la saison, il faut remonter à 2004. Fait qu'eux autres, Wow. c'est monnaie courante. On perd le premier match. Mais quand tu te fais décider Ah, comme ça, mon on va dire Dieu. de quoi, ça fait mal. Mais puis de l'autre bord, ben, Lamar Jackson avait l'air du joueur par excellence. Puis ce que j'ai aimé, c'est qu'il a complété beaucoup plus de passes où le ballon voyageait, là, 10, 15 verges dans les airs. Là, alors ça, c'est drôlement intéressant aussi. On a ouvert un petit peu plus le livre de jeu. Fait que non, grosse performance des Ravens. Ouais, le Mark, il semblait être amélioré. On se souviendra, l'année dernière, c'était sa deuxième année dans la NFL. On avait vu une grande progression comparativement à sa première année. Puis là, ben, il semble continuer de s'améliorer. On dit de Lamar que c'est un joueur qui a une excellente éthique de travail. Il est très studieux.
Puis si tu jumelles ça à son talent qui est indéniable, ben, ça donne un joueur qui peut être vraiment dominant. Et c'est ce qu'on voit, là, la combinaison du fait qu'il est travaillant, qu'il est talentueux. Alors ouais, excellent début. 275 verges, 3 passes de toucher, 45 verges au sol, en plus d'un touché également par la voie terrestre pour la carrière étoile des Ravens de Baltimore. À Cincinnati, ben, Joe Burrow, lui, faisait ses débuts dans la NFL. Il avait été le tout premier choix du dernier repêchage par les Bengals. Malheureusement pour lui, ben, les Bengals se sont inclinés 16-13 contre les Chargers. Burrow, dans l'ensemble, il a fait pas l'air d'une recrue. Il a inscrit un touché au sol. Mais personnellement, j'ai été déçu de la performance des Chargers parce que le match a été très serré. Ils auraient pu perdre ce match-là ou ça aurait pu se décider en prolongation facilement. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour les hommes d'Anthony Lynn, t'affrontes Cincinnati, la pire équipe de la Ligue en 2019. Tu commences la saison régulière. Je sais que c'est seulement Tyrod Taylor qui ne peut pas se faire, mais j'aurais aimé voir une performance plus convaincante de la part des Chargers. Ouais. Ouais, moi aussi. C'est sûr que les Chargers, clairement, c'était le jeu au sol qui était prioritaire. Par la suite, Tyrod Taylor, bon, quand même 14 passes incomplètes. Bon, il n'y a pas d'erreur majeure, mais on a manqué de finition, 1 en 3 dans la zone payante. C'est là qu'on a laissé des points. Mais clairement, c'était 155 de verges au sol. On voulait courir, on voulait complémenter le jeu au sol avec des passes de Tyrod Taylor. Rien de trop dynamique. Et pour Joe Burrow, moi aussi, j'ai bien aimé sa présence parce que j'ai trouvé qu'il a gardé son sang-froid. Tu sais, 3 sacs, s'est fait frapper 6 fois. De l'autre, Joey Bosa, Melvin Ingram de l'autre bord. Ça pourrait être intimidant. Bon, il a tenté une passe que peut-être ça fonctionnait à LSU, mais dans la NFL, ça ne fonctionnera pas. Cette petite passe du revers là, où il a été intercepté. Il était bon avec ses jambes. Puis, en bout de ligne, moi, ce que je retiens, c'est que la dernière séquence, quand c'était le temps de remonter le terrain puis de donner une chance à l'équipe d'égaler la marque ou de gagner, il a fait ce qu'il fallait faire. Et moi, je n'ai jamais vu ça, là. Un botteur qui a une crampe au mollet quand il fait son botté de précision. Randy Bullock, hey Didier, hey Randy Bullock, chou, 31 verges. Ouais. Hey, faut-tu que tu sois pas en shape? Le gars, il fait son botté, puis il dit, ah, j'ai une crampe dans le mollet gauche au moment où je faisais mon botté. J'ai jamais entendu ça. Puis, moi, on m'a dit de quoi, il a arrêté Tout ce qu'il juste a de à pas le faire, c'est dire. de s'hydrater, de s'étirer. Ben ouais. Ça, c'est un botteur. Tout ce qu'il a à faire sur les lignes de côté, c'est s'hydrater et s'étirer. Jamais il devrait être victime d'une crampe. Moi, j'aurais libéré immédiatement après le match, c'est juste de moi. Mais bon. OK, on va aller du côté de l'Ouest. Il nous reste de 2 matchs. On va y aller un peu plus rapidement. Bon, les Cardinals, ça a été une belle surprise. Ils ont défait les 49ers de San Francisco 24-20. On sait que les Niners ont été finalistes du Super Bowl. Il y avait du buzz concernant les Cardinals durant l'été. Il y avait des gens qui disaient hey, les Cardinals pourraient surprendre des gens. Kyler Murray à sa 2e saison pourrait peut-être faire comme Lamar Jackson à sa 2e saison, comme Patrick Mahomes à sa 2e saison. Moi, je disais à un instant, les Cardinals sont toujours pas une équipe assez complète, mais on a fait du bon travail face à l'attaque au sol dévastatrice des 49ers de San Francisco. Et Murray, il avait l'air plus rapide que l'an dernier, beaucoup plus décisif dans sa prise de décision. Ça a vraiment été une belle performance de la part des Cards. Ah, puis j'ai même pas parlé de DeAndre Hopkins, qui a été vraiment sublime lors de son premier match avec sa nouvelle équipe. Ouais, non, écoute, Murray impressionnant avec ses jambes, avec son bras. Hopkins, 14 réceptions, 151 verges. C'était un départ qui était lent, c'était 10-0. Tout d'un coup, tu sais, l'étincelle, on parlait, ça prend une étincelle, bang! On fait un gros jeu, c'est une unité spéciale, on bloque un botté, c'était 10-0 pour San Francisco, et là, tout d'un coup, on s'est mis en marche. On est revenu dans le match. Puis du côté de San Francisco, ben écoute, Jimmy G, là, il faut qu'il finisse le boulot, là. Tu sais, en fin de match, on a besoin de toi, là. On a besoin que tu mènes l'équipe à un toucher. Puis San Francisco, ben c'est pas compliqué. 0-2 sur le 4e essai, dont à la fin, à la ligne de 16. En 4e et 5, on n'a pas réussi. 1-4 dans la zone payante. On a manqué de finition. Donc, des fois, il ne faut pas aller chercher trop loin. Mais Garoppolo n'a pas fait le boulot au 4e quart au Super Bowl. Là, il n'a pas fait... Puis je ne veux pas juste jeter le blâme sur lui, mais si tu veux être un quart de premier plan, si tu veux être un quart qui est respecté et qui va à l'autre niveau, bien là, à un moment donné, il faut que tu prennes l'attaque sur tes épaules, puis il faut que tu mènes ton attaque à la zone des buts, puis que tu mènes ton équipe à la victoire. Alors, il y a encore ça là, qu'il faut améliorer de son côté. Ouais, le manque de production à l'intérieur de la zone critique, ça relève du carrière. Là. Ça, c'est aussi simple que ça. Maintenant, dans le dernier match qui était présenté dimanche soir, les Cowboys ont perdu 20-17 contre les Rams. Du pareil au même. T'en souviens, là, je t'en ai parlé pour quelques équipes. Ben là, les Cowboys, c'était du pareil au même. Puis là, on peut pas blâmer Jason Garrett. Il est plus là. Il est rendu à New York, coordinateur à l'attaque des Giants. Mais
Écoute, il y a eu un jeu controversé. À la fin de la rencontre, bon, tu étais à la description de cette rencontre. Dak Prescott complète une passe à Michael Gallup contre Jalen Ramsey. C'est un gros jeu. On va chercher un gros morceau de terrain. Là, on juge que Gallup a commis de l'obstruction. Premièrement, est-ce que tu crois que ça a été une bonne décision de la part des arbitres? Initialement, sur les premières images, moi, tout de suite, j'ai dit obstruction offensive. Il a fait une extension du bras, il a poussé. Je m'attendais à avoir des reprises avec sa main ouverte, puis, tu sais, frapper Jalen Ramsey dans la poitrine. Puis finalement, quand on voit les reprises, on s'aperçoit que c'est du combat de main. C'est un receveur et un demi-défensif qui se battent pour mieux être positionnés avant que le ballon arrive. C'était le revers de la main, c'était pas une extension complète du bras. Fait que finalement, avec le luxe de tout revoir ça au ralenti, je trouve qu'on a été sévère envers Michael Gallup. C'était du combat de main. C'est un jeu de football. Alors, je pense que Dallas, malheureusement, n'a pas eu la bonne décision qui a été rendue. Mais, tu sais, c'était un match de fou. Puis, encore une fois, tu disais du pareil au même. Dallas, l'année dernière, 1-7 dans les matchs qui se sont décidés par un touché au moins. Ils ne sont pas capables de gagner des matchs qui sont chaudement disputés. Même affaire, encore une fois, hier. Mais, tu sais, ce match-là, on pourrait en parler pendant une heure. Hein. Tu sais, la ligne en attaque n'est pas la même. Aldon Smith a été très bon. Le quatrième essai de Mike McCarthy, quand c'était 20-17, il est allé avec les analytics, les statistiques avancées. Puis j'ai vu un article qui disait que d'un côté comme de l'autre, c'était 47 de chances de gagner le match si tu y vas pour le botter ou si tu y vas pour le quatrième essai, même si tu le rates en bout de ligne. Les chiffres disaient que ça ne changeait pas grand-chose dans les chances des Cowboys. En tout cas, des fois, c'est dur à figurer, là, mais là, Mike McCarthy l'a déjà annoncé. Il dit, moi, les analytics, je vais beaucoup suivre ça, je vais plus utiliser ça. Les blessures à Blake Jarwin, blessures à Leighton Van Der Esch, c'est tous des sujets. Là, Oui, ils ont terminé pour Jarwin. Puis les Rams, je vais dire de quoi, j'ai été impressionné par leur ligne en attaque. Ils ne faisaient pas juste bloquer, ils déplaçaient le monde. Puis l'attaque a gardé son rythme, a gardé son tempo. On n'a jamais dévié du plan de match. J'ai beaucoup aimé la ligne à l'attaque des Rams. Écoute, moi, à côté de la ligne d'attaque des Rams, dans mes notes, j'ai écrit le mot attitude. On a joué avec l'attitude, on a déraciné le front défensif des Cowboys de Dallas. Bon, le choix de jeu également de Sean McVay durant la diffusion de la rencontre, on en a parlé de ses passes pièges et tout, mais sa sélection de jeu, 40 courses contre 31 passes tentées. Je crois que c'est la recette qu'on doit avoir. On sait que Jared Goff il a besoin de l'aide de l'attaque au sol. Todd Gurley n'est plus là, mais c'est pas grave, on a un bon comité de porteurs de ballon. Malcolm Brown a ressorti du lot. Donc, non, vraiment de bonne performance de la part des Rams. Je ne m'attendais pas à ça. Je croyais que les Cowboys allaient arriver semaine 1 avec un nouvel entraîneur-chef et nous offrir une bonne performance. Mais encore une fois, ça a été du pareil au même. Tu parlais de la statistique des Cowboys. C'est quoi tu disais, 1-7? Je crois que c'était 1-7 l'an dernier. Dans quelle situation? Dans les matchs qui se décident par un touché au moins. Oui, non, c'est ça, c'est exact. J'en ai une autre pour toi. L'année dernière, les Cowboys ont été 1-6 contre les équipes qui ont participé aux éliminatoires. Alors, encore une fois, on a affronté une bonne équipe hier et on a perdu. Alors, on va voir, c'est seulement la première semaine d'activité. Bon, écoute, Pierre, on est déjà rendu environ à près de 50 minutes. Je te demanderais, il y a 2 matchs, un programme double au niveau du football du lundi soir sur les ondes de RDS. Les 2 rencontres seront présentées sur nos ondes. Les Steelers qui vont rendre visite aux Giants. Les Titans, eux, seront à Denver face aux Broncos. Commençons par le duel Pittsburgh-New York. Dis-moi une chose que tu vas surveiller lors de cette rencontre. C'est clair pour moi, je vais surveiller le front défensif des Steelers contre la ligne à l'attaque des Giants. TJ Watt contre Daniel Jones. Et écoute, on sait qu'il tient le ballon dans ses mains, il est propice à des échappées. Il en a perdu 11 l'année dernière, donc 38 sacs ont échappé en 13 matchs l'an dernier. Donc j'ai hâte de voir le festival du sac du corps. Comment les Giants vont réagir vis-à-vis ce front défensif terrifiant? Écoute, 2 bloqueurs recrues du côté des Giants, bloqueur à gauche et bloqueur à droite. Bloqueur à gauche, c'est leur choix de première ronde lors du dernier repêchage, mais tout de même face à TJ Watt et compagnie. Ça pourrait ressembler au sort qu'a subi Carson Wentz, qui a été victime de 8 sacs du quart contre Washington. Peut-être que ça va se répéter. Et maintenant, la deuxième rencontre qui sera présentée lundi soir, Titans contre Broncos. Oui, vas-y. Bien évidemment, on ne passera pas sous silence le retour de Ben Roethlisberger. Évidemment, on a tous hâte de voir si l'attaque des Steelers va produire. Absolument, c'est quand même un petit joueur important.
Ah, il a gagné quoi? 2 Super Bowls quand même? Ouais, c'est vrai. Non, bon point, absolument. Big Ben qui est de retour. Il semble qu'il a connu un bon camp d'entraînement, qu'il est complètement remis de sa blessure au coude droit. Alors oui, il sera surveillé. On sait à quel point les Steelers, ils ont souffert l'année dernière. Présentaient une fiche quand même de 8-8, mais sans quart arrière, sans production à la position de carrière avec Mason Rudolph et Doc Hodges. Titan Broncos, qu'est-ce que tu vas surveiller lors de cette rencontre? Bon, les deux choses que je vais surveiller, c'est premièrement la production de Derrick Henry. Historiquement, Derrick Henry a toujours eu des ennuis contre Denver. D'ailleurs, l'an dernier à Denver, je regarde les statistiques, 15 courses pour 28 verges. Il y avait beaucoup d'ennuis. Donc, est-ce qu'on va être capable de débloquer? D'ailleurs, c'est la défaite à Denver qui a fait en sorte que tout d'un coup, Mike Vrabel a dit c'est terminé avec Mariota, on s'en va avec un certain Ryan Tannehill et on sait ce qui est arrivé par la suite. Ça a Derrick été le Henry point tournant. aussi a relancé sa saison. Et de l'autre bord, Drew Lock, le jeune corps Drew Lock, avec toutes les armes qu'on lui a données, est-ce qu'il va pouvoir progresser? On a des attentes très élevées envers lui. On a tout misé sur lui. Alors, j'ai hâte de voir s'il va pouvoir livrer la marchandise. Ouais, j'ai bien hâte de voir ça, Drew Lock. Je suis pas convaincu que Drew Lock peut être en carrière de concession. Une chose, toutefois, l'année dernière, lors de ses 5 départs qu'il a obtenus en fin de saison, Oui. il a évité les crampes au cerveau, qui était sa marque de commerce à l'Université du Missouri. Il prenait très souvent de très mauvaises décisions. On n'a pas vraiment vu ça l'année dernière. Alors, on espère qu'il va continuer de progresser du côté des Broncos. Je vous rappelle que des rencontres seront présentées sur les ondes de RDS dès 19h avec le duel Steelers-Giants. Bon, ben Pierre, écoute, on a fait le tour. Merci beaucoup. Je sais que tes lundis sont toujours occupés. Alors, merci d'avoir pris environ un petit 45 minutes pour venir te joindre à moi aujourd'hui. Ça fait plaisir, Didier, n'importe quand. Bonne fin de Parfait, on podcast. se voit plus tard. Merci, salut. Ouais. Alors, tel que je vous l'avais promis au début du podcast, je vais maintenant y aller de conseils au niveau du fantasy football, de joueurs à cibler au niveau du waiver wire, des joueurs qui sont possiblement disponibles au balotage dans votre ligue de fantasy football. On va commencer avec le porteur de ballon des Rams de Los Angeles, Malcolm Brown. J'en ai parlé il y a quelques instants avec Pierre Vercheval. Brown, qui a connu un fort match, 18 courses, 79 verges, l'inscrit de toucher, bien qu'il était le demi à l'attaque réservé. C'est Cam Akers, à recrue, qui a obtenu le départ dans le champ arrière des Rams. On utilise un comité, mais je ne crois pas que la performance de Brown a été un feu de paille, parce que Brown, lorsqu'on l'a vu l'année dernière en particulier, il y a 2 ans même, lorsqu'il s'est amené en remplacement de Todd Gurley, qui était souvent blessé, bien, Malcolm Brown était toujours productif. Alors, c'est la raison pour laquelle c'est lui que je préfère dans le champ arrière des Rams. Alors, s'il est disponible du côté de votre ligue, bien, je vous conseille d'aller chercher Malcolm Brown. On reste à la position de porteur de ballon, Jonathan Taylor des Colts d'Indianapolis. Marlon Mack, sa saison est fort probablement terminée. Il semble s'être déchiré un tendon d'Achille. Je sais que Naheem Hines, un autre demi à l'attaque des Colts, a connu un bon match contre les Jaguars, mais Jonathan Taylor est tout simplement plus talentueux que Hines. Taylor a connu une carrière très productive avec les Badgers de l'Université du Wisconsin. C'est un gros porteur de ballon, près de 230 livres. Malgré son gros gabarit, il est rapide et explosif. Bon, toutefois, il a été victime de plusieurs échappées au cours de sa carrière avec les Badgers. J'espère qu'il sera en mesure de rectifier la situation maintenant qu'il joue avec les Colts. Mais Jonathan Taylor, c'est un joueur à cibler selon moi, puisque les Colts vont devoir courir avec le ballon, surtout si Rivers continue d'être victime de revirements. Chez les ailiers rapprochés, il y a Dallas Goedert avec les Eagles. Bien sûr, Zach Ertz est l'ailier rapproché numéro 1 des Eagles de Philadelphie. Mais Goedert a connu un bon match avec 8 réceptions, bonne pour 101 verges et un touché. Et du côté des Eagles, on n'est pas bien nanti à la position de receveur extérieur. C'est la raison pour laquelle je crois qu'il va avoir assez de ballons pour Hurts et Goddard. Il semble que Goddard, il a la confiance de Carson Wentz. Alors, si vous êtes démuni à la position des rapprochés, pourquoi pas tenter votre chance en sélectionnant Dallas Goedert s'il est disponible dans votre ligue. On va retourner à la position porteur de ballon, Peyton Barber de Washington. Au cours de l'été, il y avait du buzz à Washington concernant le demi à l'attaque Antonio Gibson. Le groupe d'entraîneurs à Washington aime beaucoup Gibson. C'est les raisons pour lesquelles on a libéré Adrian Peterson. Mais là, finalement, c'est Barber qui a inscrit 2 touchés contre les Eagles de Philadelphie. Et non seulement ça, il a couru 17 fois avec le ballon, 8 fois de plus qu'Antonio Gibson. Alors, est-ce que Peyton Barber est en train de voler la job à Antonio Gibson? Ça reste à voir. Mais si vous êtes à la recherche d'un autre porteur de ballon, ben,
pourquoi pas tenter votre chance avec Peyton Barber. On a un jeune carrière à Washington, donc on va tenter de miser sur le jeu au sol. Alors, Bob Barber qui pourrait s'avérer être une trouvaille au niveau du fantasy football. Et on l'a déjà vu connaître de bons moments plus tôt au cours de sa carrière lorsqu'il portait l'uniforme des Buccaneers de Tampa Bay. En Caroline, le receveur de passe Robbie Anderson, il a inscrit un touché de 75 verges, notamment dimanche. Écoutez, Anderson, bon, on sait c'est un joueur rapide, c'est un des joueurs les plus rapides de la NFL. Il n'est pas un receveur complet, mais c'est une menace verticale et il semble avoir développé de la chimie avec Teddy Bridgewater. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous dirais de cibler Anderson si vous n'êtes pas satisfait de vos receveurs de passe au sein de votre équipe de fantasy football. Anderson, ce n'est pas le receveur le plus constant, mais écoutez, avec une réception bonne pour un toucher de 75 verges, ça nous donne immédiatement 13 points en termes de fantasy football. Avec un jeu, ça, il est capable de le faire. Alors, ça vaut la peine de l'avoir sur notre banc. Naturellement, les deux receveurs de passe des Packers de Green Bay, je parle de Marcus Valdez-Scantling et Alan Lazard qui ont connu de forts matchs. J'en parlais tout à l'heure avec Pierre. S'ils devraient être disponibles dans vos ligues, je crois ils ont été repêchés dans environ seulement 50% des ligues. Donc, s'ils sont disponibles, la façon dont Aaron Rodgers a joué, même si on parle des receveurs seulement numéro 2, numéro 3 des Packers, c'est pas grave. Ils devraient être productifs si Rodgers joue de la façon qu'il l'a fait dimanche tout au long de la saison. Et ma dernière recommandation, c'est Gardner Minshew, carrière partant des Jaguars de Jacksonville. 3 passes de toucher pour Gardner Minshew. Il avait été productif en termes de fantasy football l'année dernière. Il était quand même une bonne option en termes de carrière partant, ou si jamais vous misez sur un carrière étoile lors de sa semaine de congé. C'est pas un mauvais choix de faire jouer Gardner Minshew. On va voir ce que ça va se continuer du côté des Jaguars. Possiblement, on verra. On a plusieurs jeunes joueurs, du moins Jacksonville a bien paru lors de la première semaine d'activité. Alors, j'espère que ces conseils au niveau du waiver wire vont vous aider pour votre équipe de fantasy football. Alors, c'est de cette façon que cet épisode du podcast Sac du Car se conclut. Le prochain épisode sera lundi prochain. On fera un retour sur ce qui sera la deuxième semaine d'activité, mais la première semaine d'activité n'est pas terminée. 2 matchs lundi soir sur les ondes de RDA, Steelers Giants, Titans contre Broncos également. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode du podcast Sac du Car. On se reparle la semaine prochaine.